croire. On ne croyait pas en moi, hein, plus jeune. Et vraiment, en fait, j'ai envie de dire à tout le monde, oui, c'est possible, croyez-y et allez jusqu'au bout de vos rêves, vraiment. Vous, même si parfois c'est très, très dur, ne perdez pas espoir et impossible n'est pas un mot français, voilà, vraiment. Et donnez-vous les moyens, allez-y et foncez. Il faut justement, en tout cas, avoir cet espoir et ces rêves en tête. Et puis, il faut tout faire pour réaliser ses rêves. Voilà ce que c'est une réussite. C'est réaliser ses rêves. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences Nouvelle Génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode avec une femme exceptionnelle. Ce qui m'a plu avec Laetitia, en dehors du fait que ce soit une femme d'une grande générosité, c'est que le pourquoi pas moi s'applique à la fois dans sa vie personnelle, avec son désir d'être mère, et dans son parcours professionnel. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Laetitia Milo. Bonjour Laetitia. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Alors, j'ai choisi une bougie. Une bougie. Alors, tout simplement, parce qu'il va y avoir le pourquoi. Tout simplement parce que déjà, j'adore les bougies. En fait, c'est vraiment le cadeau idéal. J'adore, voilà, souvent quand je reçois des gens à la maison, on m'offre une bougie et voilà, c'est le cadeau d'ailleurs de ma team. Le dernier cadeau de ma team, de mon fan club, ça a été, c'est une bougie aussi. Et voilà, donc une bougie, pour moi, donc bon, voilà, j'adore cet objet, j'adore l'énergie que procure une bougie, en fait, l'énergie positive, parce que je vois beaucoup de positif dans une bougie. Et c'est vrai que, par exemple, il y a récemment, j'ai eu aussi deux décès de proches. Et c'est vrai que voilà, c'est aussi un moyen pour être avec eux. Et donc je brûle la bougie et je fais ma petite prière pour eux. Et en fait, voilà, ça me permet d'être un petit peu avec eux. C'est ma façon d'être avec eux. Et donc voilà, j'apprécie énormément cet objet déjà. Alors j'apprécie parfois l'odeur parce que parfois effectivement il y a une belle odeur qui se propage. Et alors c'est mieux de privilégier les bougies végétales, hein, d'accord, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Mais du coup, voilà. Et la bougie, voilà, je trouve ça positif. Et donc, j'aime cette énergie que ça procure et ça donne de l'espoir. Donc, si je devais être un objet, je dirais dans ce cas-là une bougie. Parce que il y a de la lumière et puis elle s'éteint à la fin. Donc, voilà, moi, j'aime cet objet. C'est justement la question que j'allais te poser. Justement, comment tu le vis quand tu arrives à la fin de ta bougie? Comment quoi? Comment tu le vis quand c'est la fin de la bougie? Alors, ça dépend. Des fois, ça me fait vraiment quelque chose. Parce que, par exemple, en ce moment, je suis en train de brûler la bougie de ma team qui a été offerte par un membre de la team, une jeune fille. Et c'est vrai que, par exemple, quand je serai à la fin de cette bougie, ça me fera quelque chose, un petit pincement au cœur. Parce que je me dirais, mince, ça y est, elle est déjà finie. Donc, j'essaie de la préserver un maximum. Alors, quand, par exemple, je tiens à une bougie comme celle-ci, j'en sors une autre de temps en temps à laquelle je tiens un peu moins, en fait, que j'ai acheté ou que voilà. Et donc, du coup, je sors l'autre bougie pour préserver celle-là au maximum. Celle-là, je vais essayer de la préserver. Parce que voilà, elle est sentimentale. Évidemment, les bougies sentimentales, j'essaie de les préserver un maximum. Sinon, ouais, ça fait vraiment quelque chose quand on arrive à la fin. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi? Où est-ce que j'ai grandi? J'ai grandi à la campagne. Je suis née à Limoges. Et donc, alors j'ai grandi à Limoges, notamment. Après, j'ai déménagé parce que j'ai un père militaire qui a beaucoup bougé, qui a été muté dans différents endroits. Donc, voilà, j'ai vécu à Limoges, à Tours. Ça a été vraiment les deux villes dans lesquelles j'ai vraiment habité longtemps et donc au milieu de la campagne.
dans la nature. Et ça, tu l'as vécu comment, du coup, le fait de bouger tout le temps? Je l'ai assez bien vécu. Le seul inconvénient, c'est que je me suis pas réellement fait d'amis d'enfance. Mais sinon, je l'ai assez bien vécu en fait. Hein, et peut-être d'ailleurs, enfin moi, avec mon métier de comédienne, je bouge beaucoup, je voyage beaucoup, je tourne rarement à la maison. Voilà, ça a pu arriver avec Plus belle la vie qui était pas très loin de chez moi, mais maintenant voilà, ça m'arrive très rarement et donc du coup je bouge aussi finalement. J'ai pris cette habitude de vie de nomade et puis Liana d'ailleurs, ma fille, commence à prendre cette habitude aussi avec avec la famille. Du coup, oui, pendant les tournages, parfois, elle vient avec toi? Oui. Bah, en fait, on essaie de faire un maximum, en tout cas, de lier tout à la fois. Donc, alors là, avec l'école, évidemment, on va lier l'école avec les vacances, avec les week-ends, avec les petits moments aussi où elle peut venir avec moi, ou aussi on peut faire en correspondance. Il y a plein de moyens, en fait. Elle peut, du coup, faire une partie de l'année en présentiel et une partie en correspondance? Alors, c'est possible, mais là, en fait, de toute façon, elle est en maternelle, donc oui. Il n'y a pas une pression surdimensionnée. La grande pression, mais oui, bien sûr, elle pourra plus tard. On verra comment on fera. Je ne sais pas exactement. On n'en est pas encore là, mais du coup, on agit beaucoup à l'instinct, vous savez, nous. Donc, et puis c'est pas 6 mois de l'année d'un coup. Là, c'est un mois de temps en temps ou 3 mois. Enfin, une série dure 3 mois et un téléfilm dure 1 mois. Donc voilà, ça dépend le temps que je pars. Ça dépend aussi. On fait aussi en fonction de ce dont elle a besoin. Donc voilà, c'est important qu'elle soit entourée de ses parents et de l'amour de ses parents et de la présence de ses parents. Donc du coup, voilà, on fait un maximum, en tout cas, pour être réunis un maximum de temps. Et c'est vrai qu'on n'a pas de nounou, de jeunes filles au père et tout ça. Et donc, voilà, on fait vraiment en fonction. Donc, c'est vous qui gérez tout, tous les deux? Oui. Et vous avez de la famille proche à côté de chez vous ou... Il y a les grands-parents qu'elle a la chance encore d'avoir. Donc, sa mamie, côté maternel ou côté paternel, peu importe. Mais ses mamies, voilà. Bon. Il y a les mamies, les grands-parents en tout cas. Ouais, super. Et toi, quand tu étais une petite fille, quel type de petite fille tu étais? Quelle petite fille j'étais? J'étais une petite fille assez disciplinée puisque en fait j'ai fait donc père militaire, je répète. Et puis j'ai fait de la danse classique très très tôt. J'ai fait de la danse classique à partir de l'âge de 4 ans. Et après je suis rentrée en conservatoire vers 7-8 ans. Donc très tôt. Et donc voilà, j'ai été assez sage. J'ai pas fait beaucoup de bêtises. J'en ai fait quelques-unes, mais pas beaucoup. Et en fait, voilà, j'étais assez sage. Par contre, alors oui, donc voilà, de la danse classique, tout ça, mais par contre, voilà, le gros souci, c'était les amis que finalement, j'ai pas eu réellement de grosses amitiés avec l'enfant. Et ça, tu le vivais comment? À l'époque, je vivais très bien. Et maintenant, je me dis, avec Liana, par exemple, c'est vraiment, j'essaie de pas faire la même chose. Parce que moi, j'avais 2 frères qui étaient plus grands. Donc, ils sont partis de la maison assez tôt. Ils ont 7 et 9 ans de plus que moi. Donc, voilà, ils sont partis. Ils ont connu une petite amie assez tôt. Donc, à 18 ans, ils n'étaient plus à la maison. Même plus tôt, un peu plus tôt. mais donc, du coup, voilà, j'étais pas forcément trop avec eux. Ils étaient plus grands que moi, donc c'est normal.
Et c'est vrai que Liana, par exemple, c'est une petite fille unique et je fais vraiment en fonction, enfin, on fait vraiment en fonction pour qu'elle soit entourée un maximum d'amis. Alors après, des amis, on verra plus tard, évidemment, elle choisira elle-même, hein, mais en tout cas, voilà, elle est entourée de beaucoup de copains qui viennent le week-end, qui viennent le soir de temps en temps. Enfin voilà, vraiment, vraiment, elle est très entourée. Et ça, j'y tiens parce que de garder cette relation, en fait, même si jamais on déménage ou que voilà qu'on part d'ici, en fait, je ferai vraiment attention qu'elle garde un contact avec ses copains parce que je trouve ça important. Je pense que moi, ça me manque aujourd'hui. Je parle aujourd'hui. À l'époque, ça me manquait pas. Mais aujourd'hui, ça me manque. J'aurais aimé avoir des amis d'enfance. Donc, du coup, j'essaie de ne pas lui faire vivre la même chose par rapport à ça. Super. Et à cette époque-là, quand tu étais une petite fille, c'était quoi tes rêves? Tu te disais, ah, quand je serai grande, qu'est-ce que je ferai? Danseuse. Alors, danseuse. Je voulais être danseuse et je voulais être, ou alors soit vétérinaire. Le problème, c'est que vétérinaire, en fait, faut être forte en maths et en physique et en chimie. J'étais une catastrophe. En fait, voilà, j'ai toujours adoré les animaux. En fait, j'ai toujours grandi avec des animaux. Donc, j'avais un chien. Enfin, on prenait toujours de, tous nos chiens, en plus dans des refuges et tout ça. Donc, c'était, voilà, vraiment, je suis très, très attachée aux animaux. Et en fait, j'aurais voulu travailler avec des animaux aussi. Mais j'étais pas assez forte dans ces matières-là. Donc du coup, c'était la danse. Et à partir de 17 ans, j'ai eu une certaine lassitude effectivement avec la danse parce que je dansais beaucoup. Est-ce que tu as fait sport-études danse? Oui. En conservatoire, c'est sport-études. J'étais en sport-études depuis l'âge de 7 ans. De 7 ans? Ah, je ne savais pas que tu pouvais faire un sport-études aussi tôt. Ouais, j'ai fait un sport-études très, très tôt. Et donc, du coup, bah, c'est conservatoire, en fait. Le conservatoire, c'est sport-études, hein. C'est le matin, école, et l'après-midi, on dansait. J'avais du solfège, j'avais du piano et de la chorale, je me rappelle. Et donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Que tu t'es lassée de la danse. Ouais, vers 17 ans, bah voilà, c'est là où j'ai commencé aussi à connaître mon premier amour et tout ça. Donc du coup, c'est vrai que je me suis un petit peu lassée, en tout cas, de danser 4 heures par jour. Ça devenait ça devenait très problématique de tout gérer, hein. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, bah tiens, j'ai envie de garder un contact avec la scène, tout de même. Et donc, parce que j'aime, en fait, à travers la danse, c'est un peu du théâtre aussi, parce que on s'exprime avec le corps, on s'exprime pas avec la voix, certes, mais on s'exprime avec le corps, avec les émotions, et on reçoit l'émotion du public. Et donc ça, je voulais, on prend la lumière aussi, et je voulais garder un contact avec la scène. Donc j'ai trouvé le théâtre, j'ai essayé le théâtre, et j'ai adoré. J'ai essayé. Quand tu dis que tu as trouvé le théâtre, quand tu dis que j'ai trouvé le théâtre, c'est-à-dire essayé justement à 17 ans, j'ai essayé c'était la compagnie du Ruban Vert à l'époque à Aix-en-Provence. Il y a longtemps, hein, maintenant. c'est pas que voilà, il y a quelques années, hein. Mais donc du coup voilà, la compagnie du Ruban Vert à Aix-en-Provence, et c'est là où j'ai fait mes premiers pas au théâtre, et ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu. On a joué ma première pièce de Shakespeare, c'était Songe d'une nuit d'été. Je jouais Helena, donc c'était un rôle principal. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et donc là, bah, je me suis dit, bah, tiens, je monte à Paris et je vais faire ça. C'est ce que je veux faire. Et du coup, tes parents, comment ils t'ont accompagné pendant tout ça, le fait à 7 ans de faire sport-études, le conservatoire, et puis après que tu aies changé d'avis sur tout ça? Alors, le conservatoire, mes parents m'accompagnaient, au contraire, c'est ce qu'ils voulaient que je fasse aussi, hein, parce que du coup, pour eux, j'allais être professeur de danse ou ballerine, hein, enfin, dans ces étoiles.
Donc non. c'est vrai que quand je leur ai annoncé que finalement, je laissais un peu tomber ça et que je me mettais au théâtre, ma mère a mieux réagi que mon papa. Mon papa, au début, était un petit peu réfractaire par rapport à ça. Et comment tu l'as vécu, toi, du coup, le fait que lui soit réfractaire? En fait, j'ai un caractère je suis assez têtue et je suis je fonce, moi. J'ai pas peur de grand chose. Donc, après, voilà, je me suis retrouvée avec des chutes, hein, mais voilà, je suis assez téméraire et c'est vrai que, avec mon caractère fort, j'ai dit, écoute, c'est pas grave, si t'es pas content, c'est la même chose, je le fais. Voilà. Il a vu sa petite fille monter à Paris et puis réaliser ce qu'elle avait envie de faire. Donc, après, il m'a dit, débrouille-toi, hein, tu verras. Du coup, comment tu faisais? Donc, t'es partie vivre à Paris. Comment tu faisais? Donc, t'avais eu ton bac? Ouais, et donc, du coup, c'était que avec mon petit ami à l'époque. On est monté et on n'avait rien. Rien. Et donc, lui a trouvé un travail dans un Quick, là. Et moi, j'ai trouvé un petit travail. Alors, moi, j'ai fait plein de petits travails parce que en parallèle, en fait, je voulais faire mes cours de théâtre. Donc, au début, j'étais au conservatoire, donc ça va, c'était gratuit, le conservatoire. Mais le problème du conservatoire, c'est qu'il y a beaucoup d'heures. Et donc, du coup, j'arrivais pas à être régulière et payer et gagner aussi en même temps un petit peu d'argent pour payer le loyer, parce que le loyer à Paris, tout le monde sait que, hein, enfin voilà, c'est pas donné. Donc, on avait un petit studio vraiment, mais une chambre, enfin, un petit studio chambre, hein, vraiment en bas à Nation d'ailleurs. Et donc, du coup, voilà, on travaillait comme on pouvait. Et moi, le conservatoire, du coup, j'ai pas pu rester longtemps à cause qu'il fallait que je travaille à côté. Donc, j'ai plutôt opté après pour les cours Florent. Et il y a eu les cours Pygmalion après. Mais pareil, il fallait les payer aussi. Donc, du coup, je faisais plein de boulot. Tu sais quoi comme petit boulot? Alors, j'ai fait beaucoup de boulot. J'ai fait vendeuse, caissière. J'ai travaillé dans des cafés, dans serveuse, voilà. Et après, à un moment donné, par contre, j'ai trouvé un travail dans une production parce qu'en fait, tous ces travails-là, en fait, le problème, c'est qu'il faut quand même une certaine régularité. Donc, j'avais des mi-temps par-ci par-là. Je travaillais beaucoup en intérim parce que c'est ce qui me permettait d'avoir un petit salaire et donc du coup de pouvoir rater un petit peu de temps en temps le théâtre, mais pas trop. Et donc par contre, voilà, j'ai trouvé une place dans une maison de production qui s'occupait du public des émissions. Et donc là, je suis rentrée dans cette maison de production et donc là, c'était cool parce qu'en fait, on pouvait aménager aussi mon théâtre en fonction des heures. Enfin, ils savaient ce que je voulais faire. Et donc, voilà, on pouvait aménager toutes les heures. Et donc, à l'époque, d'ailleurs, je faisais aussi un peu de télétravail, hein, finalement, parce que j'appelais le public pour les émissions, tout ça. Et après, en fait, j'allais aux émissions et je m'occupais du public avec mes responsables à côté. Et ça me permettait aussi de mettre un pas dans l'audiovisuel. Et j'ai fait aussi pas mal de figurations au départ, pas mal de figurations dans des films. Et puis voilà, j'essayais de démarcher comme je pouvais les castings, donc des photos. J'ai fait des photos. Voilà, ça me permettait d'avoir un peu d'argent aussi. Voilà. Et ton premier casting, ça s'est passé comment? Le premier casting, alors moi j'avais, vous savez, le magazine Casting Magazine. Je sais pas si tu te souviens. Ah, si. Je suis à peu près de la même génération que toi, donc Ouais, si. donc j'avais Casting Magazine, donc je checkais tous les castings dedans, tout ça. Et le premier casting, je me rappelle pas exactement du premier casting, mais je me rappelle par contre de photos que j'avais envoyées. En fait, ils faisaient un casting pour des photos, pour une parution de 2 pages.
Et donc, j'avais été retenue. Et j'étais super contente parce que j'avais fait ma première séance photo avec un photographe, il s'appelait Tao à l'époque. Et enfin, il s'appelle toujours Tao, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, je me rappelle qu'il s'appelait Tao. Et donc, on avait fait des photos et elles étaient super belles et j'étais trop contente parce que c'était la première fois que je me faisais maquiller, coiffer et les photos. Et voilà, c'était des belles photos que j'ai toujours, hein, que j'ai toujours mon book de l'époque. Je faisais des photos, voilà, un peu de toujours de photos, mannequin. Donc ça a été peut-être mon premier casting. Après, les castings télévisuels, je me faisais refouler beaucoup. Donc, je me rappelle même pas du premier parce que le premier, j'ai dû me faire. Le premier qui a marché, euh, c'était une femme d'honneur, il me semble, en, en 2000. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, bon, c'est des sources Wikipédia, donc je ne sais pas si elles sont justes. Ils disent que ta carrière commence en 2000 avec Toute la ville en parle. Oui, mais toute la ville en parle. Ah oui, c'était un téléfilm, ça. Ouais, apparemment. Ouais. Oh, je sais pas. Ça, c'était certainement un petit rôle ou figuration, je pense. Et donc, vraiment, le rôle un peu bien, le premier rôle un peu bien, où j'ai eu 4 scènes, j'étais super contente, c'était une femme d'honneur. Et ça, du coup, comment tu l'as vécu quand ils t'ont dit c'est bon, vous avez vos 4 scènes? Ah, c'était trop bien, hein, j'étais aux anges. D'ailleurs, on voit ma tête quand je passe à l'écran parce qu'en fait, des fois, ils rediffusent ça et je le trouve sur Internet. Tu pourras le trouver sur Internet. Tu vois ma petite tête contente, en fait, super contente, plus d'être contente de tourner que de jouer son texte. Donc, bon, bah voilà, hein, j'étais comme j'étais à cet âge-là, mais c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'expérience et on le voit. J'étais très contente de tourner en tout cas. On le voit. Et ton premier rôle où du coup tu as commencé à avoir plus que 4 scènes, ça a été lequel? Plus belle la vie. Plus belle la vie, ouais. Ouais, ça a été Plus belle la vie, ça a été Mélanie. Donc, Et ça s'est passé comment du coup pour ce casting? Parce que j'imagine que celui-là tu l'as pas trouvé sur Casting Magazine. Non, non, et ça s'est passé très spécialement parce qu'en fait, à l'époque, donc quand j'étais à Paris, je démarchais aussi des agents parce que sans agent, bon, personne ne me voulait. Encore une fois. Tu sais pourquoi personne ne te voulait? Parce que sans expérience, je pense. Enfin voilà. C'est toujours le chat qui se mord la queue, quoi. C'est ça. Le problème, c'est que comment on fait pour avoir de l'expérience? Vous nous donnez pas la chance d'avoir de l'expérience. Donc c'est ce que je disais, hein, mais c'est ce que je leur disais, mais personne voulait me croire, personne voulait m'entendre. Et j'allais dans des productions aussi, carrément. J'allais chez Thomas Langman et tout ça. J'allais dans des grandes productions. Moi, je visais très haut. Hein, et j'allais là-bas et je me présentais avec mon petit composite et je disais je suis comédienne, hein, je suis au cours Florent et tout ça. Oui, laissez-nous votre CV, votre composite et puis jamais on me rappelle. Ne casse pas, je te rappelle quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc du coup, les agents c'était un peu pareil, sauf que j'en ai trouvé une à l'époque. Et ben cet agent, elle m'a prise, mais en fait, elle m'a prise, je sais pas pourquoi, en fait, ça servait à rien parce qu'elle m'a prise, elle m'a mis dans son tiroir. Et en fait, j'avais des contacts avec les directrices de casting, par contre, des directeurs de casting, qui m'appelaient souvent pour les figurations, encore une fois. C'est comme ça que j'avais trouvé d'ailleurs une femme d'honneur. Je l'ai trouvée par rapport à des directeurs de casting comme ça. Et d'ailleurs, il me semble que Randy Saron, c'est la directrice de casting de Marseille, parce qu'on avait été habité à Aix et Marseille après avec mes parents en fait j'avais été au conservatoire et tout, bon, bref, et donc j'avais connu une directrice de casting à Marseille qui me faisait pas mal de pubs, tout ça, et je crois qu'une femme d'honneur, c'est elle qui me l'avait fait avoir, il me semble. Mais en tout cas, elle m'appelle un jour, j'étais à Paris, j'étais à la rue Picpus, je me rappelle. Picpus, oui c'est ça, Picpus.
Elle m'appelle et elle me dit oui Laetitia, est-ce que tu es sur Marseille? Alors je dis non, je suis pas sur Marseille. Elle me dit ah mince. Elle me fait parce que il y a une série qui va se tourner sur Marseille qui va s'appeler Le Mistral gagnant, parce qu'au début c'était pas Plus belle la vie, c'était Le Mistral gagnant. Et elle dit il recherche une petite jeune fille, tout ça, pour un petit rôle, voilà. Est-ce que ça t'intéresserait? Alors je fais oui, mais je suis à Paris. Alors elle me dit écoute, je te donne le contact de la directrice de casting qui s'occupe à Paris, des grands rôles. Et donc je lui dis ok et tout super. Et donc je fais le casting avec la directrice casting à Paris et Marie-Christine Lafosse, il me semble. Et donc du coup je l'appelle tout ça et donc je fais le casting et en plus, d'ailleurs, tiens, je venais de faire une photo pour un coiffeur et il m'avait fait des rajouts, mais j'avais les cheveux jusqu'aux fesses. Il m'avait fait des rajouts pour des photos de mode pour son salon. Et donc, je suis allée là-bas avec mes rajouts, mes rajouts et mon petit accent marseillais à l'époque. Et donc, j'ai fait la première scène de Mélanie, tout ça. Il y a eu 3 essais différents, donc 3 étapes différentes. Et je passais les essais au fur et à mesure. Et en fait, j'y arrivais. Et hop, à la fin, on m'a dit, bah ouais, t'es prise pour Mélanie. Je suis, oh, purée, pour être polie. Oh, purée. Et donc, du coup, trop contente. Donc, je suis descendue à Marseille. Du coup, tu t'es installée? Eh ben, au début, c'était pour 6 mois, en fait. On partait pour 6 mois. Et vraiment, Mélanie, c'était un tout petit rôle. Hein. J'étais le numéro 17. Donc, au début, on recherchait 17 personnages. Et donc, enfin, je suis le 17. Et donc, du coup, ils recherchaient vraiment... Mélanie, c'était la petite serveuse. Hein. Donc, bon. Mais moi, ça m'allait très bien. Et donc, on a commencé le 5 juillet 2004. Et puis, donc, c'était le jour de mon anniversaire, c'est pour ça que je dis ça. Et puis, on a commencé à s'installer là-bas parce qu'au début, ça marchait pas trop, donc on savait pas trop où on allait. Donc, je suis retournée chez mes parents. Et puis, on a commencé à s'installer 4-5 mois après, quand on commençait à savoir que ça allait continuer. Ouais. Et puis bon, ça, on connaît le dénouement absolument incroyable. Voilà, le succès de cette série qui a atteint des sommets vraiment très très hauts à certains moments de la vie. À certains moments de sa vie. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est une série à laquelle je dois beaucoup de choses, qui m'a ouvert plein de portes et qui m'a permis de faire plein de choses. Génial. Avant que tu aies ce casting, dans ta vie, s'est passé un drame. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors après des drames, parce que j'ai eu plusieurs drames dans la vie aussi. Mais après, ces drames, c'est pour ça aussi que je l'avais dit à l'époque, parce qu'en fait, ces drames permettent aussi d'être la personne qu'on est aujourd'hui. Donc, ça veut dire plein de positivité et d'essayer de ne pas se prendre la tête pour des futilités. Parce que voilà, en fait, en gros, comme beaucoup le savent, j'ai perdu un petit ami d'un cancer. Et c'est vrai que ça permet de relativiser vraiment sur la vie, sur la valeur des choses aussi, enfin sur beaucoup de choses, sur le respect des gens. Et ça m'a appris énormément de choses en fait. Ça m'a forgé. C'est ce qui m'a rendu la Laetitia dont je suis aujourd'hui. Et donc voilà. Et c'est vrai qu'après on peut se dire aussi que le destin, la vie nous amène vers un choix de vie, vers des choix à faire et des épreuves qu'on traverse. Et ces épreuves, en fait, faut en faire des forces. Comme après, j'ai eu l'endométriose qui est venue aussi, qui est un gros combat. Tu l'as su quand, du coup, l'endométriose?
Je l'ai su pas longtemps après les débuts de Plus belle la vie, hein. Je l'ai su je souffrais. Peut-être ce drame aussi a permis aussi de bloquer certaines choses en moi aussi. Et c'est sorti de cette manière, hein. Parce que ce drame a eu lieu en 2001. Donc, tu avais quel âge à l'époque? 21 ans. Ouais. Voilà. Et du coup, l'endométriose est sortie a été reconnue, hein, reconnue. Donc, j'ai souffert pendant longtemps, 2007, 2008. Ouais. C'était quoi pour les gens qui connaissent pas l'endométriose, c'était quoi comme type de souffrance? Alors, ça peut être une souffrance, ça dépend de l'endométriose que vous avez, parce que chacune a son endométriose et chacune réagit aussi en fonction de son corps et de ses douleurs. Donc, au début, ça peut commencer par des douleurs au ventre, des douleurs pendant les menstruations. Après, ça peut aller avant les menstruations, après les menstruations. Donc, ça peut être des douleurs de ventre qui durent finalement jusqu'à 3 semaines dans le mois. Et il peut y avoir des problèmes au niveau des urines, au niveau des selles, au niveau des intestins, au niveau des poumons. Dans certains cas très, très rares au niveau du cerveau. Mais donc, du coup, c'est vrai que ça amène des maux de tête, des vomissements, des évanouissements, des douleurs très, très fortes, comme je vous dis, au niveau du ventre, au niveau du rectum, du derrière, du dos. Certaines en fait peuvent ne pas pouvoir aller travailler, hein, ne pas pouvoir aller à l'école, ça peut invalider vraiment certaines personnes. Donc voilà, c'est quand même des grandes souffrances et pour lesquelles je me bats parce que c'est pas normal en fait de laisser souffrir des femmes à ce point-là. Et puis aussi, comme c'est devenu aussi la première cause d'infertilité en France, c'est aussi pour ça aussi que je me bats parce que tout le monde a le droit à ce bonheur s'ils ont envie d'avoir un enfant. Tout le monde doit avoir le droit à ce bonheur et ne pas être empêché par une putain de maladie pour y arriver. Parce que toi, du coup, donc tu as appris ton endométriose. Tout de suite, tu as compris que ça allait être du coup très compliqué d'avoir un enfant? Alors, au début, en 2007, hein, quand on m'a appris que j'avais une endométriose, déjà, je savais pas ce que c'était. Même la gynéco, elle m'a dit ce que c'était, mais je comprenais rien non plus avec les termes gynécologiques. Donc, je comprenais pas grand-chose. Et en fait, elle m'avait dit à l'époque, bon, bah, vous risquez d'avoir des problèmes pour avoir un enfant. Donc, si vous avez envie d'en avoir un, faut s'y mettre très tôt. Et en fait, c'était, j'ai essayé à partir après, en fait, quand elle m'a dit ça, on a commencé alors attends. Oui, c'est ça, 2007. Après, à 28 ans, hein, c'est ça, 27 ans, 28 ans, j'ai essayé d'avoir un enfant. On a essayé. Et effectivement, bah oui, il s'est avéré que on avait des difficultés, que ça venait pas. Et le problème, en fait, c'est que c'est un cercle vicieux parce que pour avoir un enfant, il faut pas prendre de pilule. Et puis, si on ne prend pas le traitement, enfin une pilule en continu avec l'endométriose, bah, la maladie grandit. Donc, je l'ai laissé grandir. Et d'ailleurs, je me suis fait opérer une première fois en 2012. Et après, bah, voilà, après, on connaît les opérations, on connaît tout ce qui s'ensuit et ça peut être très, très difficile à tous les niveaux, moralement, psychologiquement, physiquement. Et c'est très difficile aussi pour le compagnon. Ouais, pour le couple, ouais. Pour le couple, parce que du coup, c'est ce que je dis tout le temps, en fait, la femme n'est pas la seule à traverser ça, en fait, cette maladie. C'est le couple qui parfois se détruit par rapport à cette maladie.
Ouais, il faut ça met une bonne dose d'épreuve pour un couple. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, faut être fort et moi, ce que je peux conseiller vraiment à ceux qui traversent cette maladie, c'est d'être fort et d'être plus fort que l'endométriose. Il faut pas la laisser gagner, en tout cas. Ouais. Faut se battre jusqu'au bout. Et toi, donc, tu t'es fait réopérer une deuxième fois? Et je me suis fait opérer 3 à 4 fois, même. Ah, d'accord, ok. 3 fois. Ouais. Oui, 3 fois, ouais, c'est ça. Et à un moment, on t'a dit, c'est bon, tu peux tomber enceinte? Enfin, comment ça Non. s'est passé? Alors, l'avant-dernière fois que je me suis fait opérer, avant d'avoir l'IANA, en fait, je me suis fait opérer, c'était différent parce qu'en fait, l'endométriose avait créé une occlusion intestinale. Donc, je me suis fait opérer en urgence, en fait. Et donc, ça n'avait rien à voir, en fait, ça n'avait rien à voir avec le fait d'avoir un... Bah si, parce qu'il fallait pas que je tombe enceinte avec une occlusion en même temps. C'était, voilà. Mais donc, voilà, c'est clair. Donc, il fallait la traiter. Et en fait, par rapport à cette opération, il a évidemment nettoyé l'endométriose et l'adénomiose parce que j'ai une adénomiose. Donc, c'est important aussi d'en parler parce que adénomiose... C'est quoi l'adénomiose? L'adénomiose, c'est ce qui est concentré uniquement à l'intérieur de l'utérus. C'est un peu du fromage pourri, en gros, une histoire, en image du fromage pourri qui est dans l'utérus et qui fait énormément souffrir. En fait, l'adénomiose, il y en a qui ont qu'une adénomiose et pas d'endométriose. Il y en a qui ont une endométriose et pas d'adénomiose. Et il y en a qui ont les deux. Et ça, ça amène des très, 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 très grosses souffrances, en fait. Parce que l'adénomiose, c'est vrai que ça attaque évidemment certains points de l'utérus qui peuvent faire très, très mal. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire que il m'avait nettoyé un maximum comme il pouvait, parce qu'il pouvait pas évidemment tout enlever. L'adénomiose ne s'enlève pas à moins d'enlever l'utérus. Donc, voilà. Quoi donc? J'étais en train de dire quoi? Tu t'es fait opérer et d'urgence pour l'occlusion intestinale. Oui, et après, en fait, c'est là où ils m'ont dit, profites-en pour faire des FIV. Parce que là, du coup, on a nettoyé un maximum, donc tu peux commencer à faire des FIV. Et on avait pris, donc là, on m'a mis sous ménopause artificielle. Ça a été le cas pour après l'opération parce que j'étais obligée de toute façon de me mettre sous ménopause artificielle pour bien mettre tout au repos. Et donc la ménopause artificielle, je devais l'arrêter à un moment donné évidemment pour commencer les FIV. Et donc on avait pris rendez-vous pour les FIV le 13 novembre 2017. On avait pris un rendez-vous pour des FIV le 13 novembre 2017. Et là, en fait, c'était après mon tournage, d'ailleurs, après mon tournage de La Vengeance aux œufs clairs. Et La Vengeance aux œufs clairs, j'étais en train de le tourner. Et le dernier jour de La Vengeance aux œufs clairs, au mois d'août, je suis tombée enceinte. Donc, je suis tombée enceinte sous ménopause artificielle. Vraiment. Ça me donne des frissons. Le cas qui n'est pas possible, en fait, normalement. Mais du coup, c'est pour ça, d'ailleurs, que quand j'ai appelé ma gynéco, elle m'a dit, mais va faire un test sanguin parce que, tu sais, des fois, les tests urinaires, ça peut fausser et tout, avec surtout le décapeptide, avec la ménopause artificielle, pardon. Et donc, du coup, voilà, et je m'en suis aperçue un mois après, en fait, que j'étais enceinte. Et en fait, parce qu'on continuait mes doses. On continuait mes doses. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit à ma mère, parce que ma mère était infirmière. Et donc, c'est elle qui me faisait mes doses. Et j'ai dit à ma mère, me fais pas la dose. Me fais pas la dose là, je vais faire une séance dédicace avant. Et en plus, je commençais le premier jour de mon documentaire sur l'endométriose. Et ce jour-là, de la séance dédicace. Et j'ai dit à maman, attends, me la fais pas aujourd'hui, tu me la feras la semaine prochaine. Et en fait, je sais pas pourquoi. Je suis allée faire le test ce jour-là.
Et c'est là où ma gynéco m'a dit, va faire un test sanguin. Donc, je suis allée faire un test sanguin avant la séance dédicace. Donc, j'attendais impatiemment parce qu'il y avait marqué positif quand même sur le test urinaire. Donc, évidemment, ça m'avait donné quand même un peu d'espoir. Et le soir, effectivement, le test sanguin confirmait que j'étais enceinte depuis 1 mois. Et là, on était en transe totale. Et c'était à la fin de la séance dédicace, donc le premier jour du documentaire qu'il a été tourné pour justement ce documentaire. Je voulais vraiment donner de l'espoir à fond aux gens, aux personnes qui traversent ça. Et mon rêve, c'était justement, j'avais pris le rendez-vous pour les FIV pour tomber enceinte, absolument, parce que je me suis dit, c'est un beau clin d'œil de la vie, ça, mine de rien. Ben ouais, c'est encore une fois, voilà, c'est la vie vraiment vous mène dans des moments comme ça, et c'est pour ça qu'il faut se laisser guider. Moi, je suis vraiment très, très destin, et je me laisse vraiment guider par ma ligne et le destin. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas forcément de toi, c'est le fait que tu écris, donc tu écris des romans. Comment ça t'est venu cette envie d'écrire et comment tu t'es lancée? Alors, mon premier témoignage a été Je voulais te dire en 2010. Et je voulais te dire en 2010, en fait, ça a été un espèce de gros magazine, Voilà, je voulais créer un gros magazine sur plein de choses, sur mes goûts musicaux, mes goûts de cinéma, de télé, de recettes, de plein de choses. Et en même temps, je voulais raconter une histoire des épreuves. Et c'est là où j'ai commencé effectivement à raconter mon histoire avec mon petit ami à l'époque, tout ça, que c'était une épreuve, avec le divorce de mes parents qui a été une épreuve finalement, parce que c'est vrai qu'on minimise beaucoup le divorce, mais le divorce peut traumatiser des enfants et peut plus tard finalement, vous voyez, moi, je vous dis, j'aurais aimé que mes parents restent ensemble. C'est clair. Avec quel âge? En plein décès de mon petit ami, donc c'était en 2001. J'avais 21 ans. Et en fait, je l'ai assez mal vécu aussi. En fait, on a l'impression que, parce que maman, à l'époque, elle me disait, justement, on a divorcé quand tu étais grande, exprès, pour que ce soit moins dur. Mais en fait, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, parce que finalement, quand ils sont jeunes, quand les enfants sont jeunes, c'est dur. Et quand les enfants sont plus grands, c'est dur aussi. Donc, il faut, voilà, il y a pas d'âge. Et puis, c'est vrai que le divorce, ça traumatise. Ça traumatise. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai écrit ce livre pour ça, pour parler de tout ça et pour voir comment le public réagirait. Et en fait, il s'avère qu'il a très bien réagi. J'ai reçu vraiment beaucoup de témoignages sur ça. Et là, je me suis dit, tu vois, tu as un impact et donc du coup, il faut parler. Tu fais ce métier, c'est pas pour rien. Donc, il faut parler de choses, de sujets importants, de sujets forts et essayer d'apporter ta petite touche dans ces causes. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me pencher sur donc des témoignages qu'on avait pour l'endométriose, le bébé c'est pour quand, pour dire à quel point, là, j'avais pas l'IANA à cette époque, mais c'est pour dire à quel point ça peut traumatiser les gens, pareil. Et alors, c'est pour quand le bébé? Et alors, c'est pour quand le bébé? C'est pour ça que je l'ai appelé C'est pour quand le bébé, parce que j'entendais ça tout le temps et ça me gonflait parce que les gens, en fait, ne savaient pas forcément ce qu'on traversait. Et à un moment donné, ça fait mal. Quand on n'y arrive pas, ça fait mal. Donc, du coup, j'ai eu une envie. Je me suis dit, ah ouais, tu sais quoi? Tiens, le bébé, c'est pour quand? J'avais trouvé le titre direct. Et j'ai dit, je vais écrire le parcours, justement, notre parcours dans l'infertilité, parce qu'à ce moment-là, on nous disait que c'était pas possible et on gardait de l'espoir, mais voilà. Donc le parcours de l'endométriose, tout ça, et en même temps, j'ai mis en avant 5 témoignages
de femmes aussi qui vivaient leur endométriose. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs degrés d'endométriose et c'est ce qui est intéressant dans ce témoignage. Et après, d'ailleurs, je l'ai adapté en documentaire qui est passé sur TF1. Qui après, ben voilà, c'était le documentaire où on pouvait voir l'espoir et la naissance. Et la naissance de ta fille, ouais. Et donc là, c'était plutôt des documentaires, entre guillemets, écrits, et tu as écrit ton premier roman qui était, si mes notes sont bonnes, On se retrouvera. Voilà, On se retrouvera sur la violence qui est faite aux femmes. Donc en fait, On se retrouvera, c'est l'histoire d'un viol collectif. En fait, il ne faut pas avoir peur de dire ce mot parce que justement, je trouvais que c'était assez banalisé et assez qu'on n'en parlait pas assez, puis qu'en fait, surtout la souffrance d'une femme qui a vécu ça est atroce. C'est plus qu'un traumatisme en fait. C'est plus qu'un traumatisme. Elle est détruite. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire un roman sur ça. Donc, la violence qui est faite aux femmes, c'est avec On se retrouvera. Après, il y a eu Lié pour la vie. Donc, Lié pour la vie, c'est... alors là, c'est pareil. Ça a été aussi peut-être Yanis, mon ex-compagnon, il s'appelait Yanis. Et c'est lui, certainement, qui m'a donné l'envie parce qu'après, en fait, lui est devenu non valide. À la fin, du coup, de sa maladie. Puisqu'il avait ce cancer qui l'a transformé physiquement aussi, mais qui donc du coup, il est devenu non valide par rapport à ça. Et en fait, je pense que c'est lui aussi. Bon, alors après, moi, je suis mon parrain et ma marraine étaient non valides aussi. Et j'ai grandi. J'ai perdu assez tôt comment ? Depuis toujours, ils étaient non valides. En fait, quand ils ont été ton parrain et ta marraine. Moi, je les ai toujours connus non valides, mais ma marraine est... ma marraine est née comme ça, mon parrain est devenu non valide. Quand tu dis non valide, c'est quoi ? C'est ne pas pouvoir marcher ? Oui. Ma marraine ne pouvait pas marcher et mon parrain, il avait une jambe en bois. Et donc, il marchait que sur une jambe. Et donc en fait, voilà, j'ai grandi avec eux et c'est vrai que ça a été des forces jusqu'au bout et beaucoup d'espoir, beaucoup de sourires, beaucoup de tout ça. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a donné envie de parler de ce sujet. Donc, dans le livre, j'ai parlé d'hémiplégie, du moins. Et dans le film, c'est de la paraplégie. Et donc, évidemment, j'ai lié ça avec les animaux parce que les animaux, voilà. Il fallait bien les retrouver quand même dans ton parcours. Je vais le dire encore une fois, voilà. J'adore. Je montais pas spécialement à cheval, mais j'ai appris pour le film et j'en suis plus qu'heureuse. Et donc, du coup, voilà, ça a été un livre dans lequel j'ai mis vraiment tout mon cœur et auquel je tiens énormément. Et voilà, ça a été sur l'handicap. Et sur l'amour aussi, sur l'handicap et sur l'amour, parce que finalement, l'amour peut triompher malgré l'handicap. Et puis, le dernier qui est Célia. Attends, juste avant qu'on parle de Célia, quand ton livre, donc du coup, il a été adapté en film et tu as tourné dedans, ça fait quoi de tourner dans le film qu'on a écrit ? En fait, j'ai déjà tourné du coup On se retrouvera aussi. Donc, On se retrouvera et Lié pour la vie. Et c'est juste magique, en fait. On se pince tous les matins, vraiment, pour savoir si c'est la réalité ou pas. Et on a l'impression d'être dans un rêve. Et franchement, c'est plus que... c'est plus que glorifiant, vraiment, vrai. Enfin, on est dans une énergie... très spécial, très magique, je crois, vraiment. Et voilà, j'ai l'impression que c'était pas réel. Et même s'il y a eu beaucoup de boulot pour ça, enfin, je veux dire sur l'écriture après du scénario, tout ça, enfin voilà, on se démène. Mais même s'il y a eu beaucoup de boulot sur tout ça, c'est vrai que quand on arrive sur le moment même du premier jour de tournage, on se dit ça y est,
le clap, il est là. Ça y est, le premier action. Ouais, génial. Et en plus, ça a eu un succès, et ils ont tous les deux eu un succès énorme par des téléspectateurs. Ouais, c'est vrai ça a plu et donc c'est le principal pour moi parce que c'est vrai que quand j'écris un livre ou quand je fais un film, ma principale inquiétude est le public, évidemment. J'ai envie que ça lui plaise. Je fais ça pour me faire plaisir, moi aussi. Je jouis de ce métier, mais je jouis aussi de voir les autres heureux de voir ce film ou alors en tout cas que ça a servi à quelque chose. Et donc là, il y a Célia qui est sortie cette année, donc qui a un nouveau roman. Alors Célia, encore une fois, en fait, j'avais envie de parler. Donc, j'avais envie toujours, j'ai eu envie depuis le premier livre. Je me suis dit tiens, j'aimerais bien me lancer dans un thriller, mais je savais pas comment parce que là, par contre, c'est hyper compliqué. Donc, j'ai toujours eu envie d'écrire un thriller et notamment un thriller psychologique. Parce qu'en fait, déjà, moi, j'aime regarder les films. J'aime lire les thrillers et c'est vrai que j'aime être tourmentée, j'aime avoir les intestins qui se serrent quand je lis, quand je regarde un film et tout ça. Et donc voilà, je voulais faire vivre ce suspense à travers une histoire avec le public. Je voulais partager cette sensation que j'ai en moi. Et donc, du coup, j'ai eu aussi envie de parler de sujets importants, qui est l'enfance difficile. Donc, une enfance difficile, une enfance traumatisante, encore une fois, avec la violence qui est faite aux femmes, parce qu'il y a un peu de ça aussi dedans. Mais sans trop en dire, parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas que je dévoile les coulisses de Célia. Enfin, voilà, l'histoire de Célia, parce que il est très difficile à résumer, parce qu'en fait, si vous en dites trop, vous dites tout. On cache la surprise, ouais. Et en fait, c'est pour ça que je m'arrête souvent au début. Et le début, je vais vous faire le résumé en quelques phrases. Le début, c'est une chanteuse qui rêve d'intégrer une grande comédie musicale. Donc, qui dit elle va intégrer, qui dit casting, bien évidemment, donc qui dit concurrence. En parallèle, elle est harcelée par un fan très obsessionnel, vraiment. On peut dire ça. Et qui va lui faire vivre un enfer, un cauchemar. Et en fait, qui va faire vivre aussi un cauchemar aux concurrentes, aux candidates. Et donc à partir de ce moment-là, tout part en vrille et ça devient le cauchemar dans le casting. Mais je peux pas trop vous en dire, sinon après, ça devient compliqué de ne pas vous dévoiler tout ça. Mais donc voilà, donc il y a l'enfance difficile et il y a la maladie mentale qui est dont je voulais parler. Mais voilà, il faut vraiment que vous découvriez le livre et puis dans quelques années, on en reparlera. Donc, il est chez Plon. Pour aller l'acheter, il est chez Plon, ça s'appelle Célia. Et moi, ce que je disais tout à l'heure hors micro, c'est que j'ai commencé à lire, mais je n'ai pas fini. Mais là, j'ai un feu de cheminée qui m'attend la semaine prochaine. Et je pense que ça sera parfait pour pouvoir m'accompagner et me reposer. Donc, je n'en dirai pas plus, promis, je ne spoilerai pas la fin. Non, voilà. Mais vous verrez, en tout cas, on n'en sort pas indemne, normalement. Et là, je suis donc sur l'écriture du tome 2. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, c'est parti. Évidemment, en fait, j'ai laissé là, par contre, vraiment consciemment une fin assez ouverte parce qu'en fait, le truc, c'est que j'avais déjà un peu la suite en tête, mais sinon, ça aurait fait un livre de 1000 pages. Et donc, je sais que, enfin, moi, je suis la première aussi à aimer plutôt du 400 pages plutôt que du 1000 pages. C'est vrai que quand j'avais lu les Millennium, par exemple, ils étaient… c'était les pavés de dingue. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, ça
on perd un peu le courage. On se dit, oh là là, dans quoi je vais? Où je vais? Alors, la solution, c'est les Kindle. Moi, je lis beaucoup sur Kindle et du coup, au moins, l'avantage, c'est qu'au moins, tu vois pas. Oui. mais du coup, moi, j'aime bien aussi avoir en main. Et donc, après Millennium, ceci dit, je les ai lus d'une traite quasiment. Mais c'est vrai qu'il fallait rentrer dedans. Mais c'est pareil dans beaucoup d'histoires. Après, c'est vrai qu'il faut laisser le temps de rentrer dans l'histoire et après, on peut plus s'en passer. Et c'est vrai que j'ai plein d'idées pour le tome 2 et trop chouette. Et pour moi, ça a été, quand j'ai été contactée par ta maison d'édition disant que tu venais de sortir ce livre, je ne savais pas du coup que tu avais toute cette partie. Je te connaissais comme beaucoup de gens, à savoir juste la télé et compagnie. Et donc, quand j'ai commencé à lire ton livre, ça a été une grosse surprise. Je me suis dit, mais waouh, mais là, tu as vraiment un style. C'est pas, j'étais vraiment impressionnée. Est-ce que tu as pris des cours d'écriture? Comment tu as… Non, en fait, j'ai été très entourée. Très entourée par des auteurs différents, par les éditions aussi. Donc au début, j'ai commencé avec Johanna Gustafsson, qui est mon amie en fait. Donc du coup, on s'est lancé toutes les deux dans ce projet et donc du coup, elle m'a été d'une aide extrêmement précieuse. Et puis après, en fait, au fur et à mesure des romans, j'ai connu aussi donc des maisons d'édition. Et les maisons d'édition me proposent aussi des gens pour m'aider, pour m'épauler. Et notamment avec Célia, j'ai été extrêmement épaulée par Julien Dufresne. Et donc, du coup, Julien, voilà, on est pareil, on est tous les deux à fond dedans. Moi, c'est vrai que je suis très scénarisée dans ma tête, en fait. J'ai une écriture très scénaristique. Eux, du coup, ils me remettent dans le côté roman, ce qui est plus en soi le sujet. Donc, du coup, c'est vrai que moi, voilà, je suis bordée d'imagination, de dialogue, tout ça. Mais après, voilà, on partage nos spécialités, du coup, à deux. Génial. Et est-ce qu'il y a des moments où tu as pu avoir le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur. Ouais, le syndrome de l'imposteur, c'est te dire, en fait, tu es bonne pour quelque chose, mais tu as l'impression d'être un imposteur. On dit souvent que les gens qui ont le syndrome de l'imposteur, en fait, il n'y a que les imposteurs qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur. Non, ça ne te parle pas? Non, en gros, le syndrome de l'imposteur, c'est de se dire, je fais un truc, mais en fait, je devrais pas être là. En fait, c'est une espèce de culpabilité vis-à-vis de soi-même, se dire, mais qui suis-je pour pouvoir faire ça alors qu'en fait, tu es bon pour cette chose-là. Mais vu tes yeux, non, tu l'as pas. Mais c'est pas grave. Non, parce que alors je me suis pas posé du tout ces questions en fait. Vraiment comme je te dis en fait quand j'écris ou quand je tourne un film, d'ailleurs souvent aussi je choisis les projets en fonction de ça. C'est pour vraiment défendre quelque chose un sujet que j'ai envie de parler. Donc du coup en fait je crois tellement fort en ce sujet, j'ai tellement envie que ça se sache, notamment avec le bébé c'est pour quand par exemple avec l'endométriose. J'ai tellement envie de faire comprendre la douleur que peut faire éprouver cette maladie à travers l'écrit, que du coup, je me suis pas posé cette question dans ce sens-là, en fait. Vraiment, j'ai envie de le faire comprendre à l'écrit, quoi, en gros. Que les gens sachent aussi que ça existe, donc à travers l'écrit. Voilà. Et pour les thèmes, un peu, c'est pour ça que je mets toujours un thème assez fort dans mes livres. C'est pareil, c'est pour continuer à en parler. La violence qui est faite aux femmes, on n'en parlera jamais assez. Il faut toujours remettre des couches, mais peu importe. Ce sujet a besoin qu'on en parle, a besoin qu'on le mette en avant. Et je pense que justement, c'est par rapport aux auteurs, par rapport aux comédiens, par rapport aux artistes, tout court, aux chanteurs aussi, que les gens peuvent mettre en avant ces sujets forts. Comment tu écoutes ton intuition?
Mon intuition, ben, je l'écoute, elle me guide, mon intuition. Mon intuition, elle me guide vers les bons et parfois les mauvais choix, mais en même temps, il n'y a peut-être pas de mauvais choix. On se dit que les mauvais choix, justement, si on nous a fait choisir ça, enfin, si l'intuition nous a fait choisir ça, c'est qu'il y a une raison. Il y a des raisons à tout, en fait. C'est ce qu'il faut se dire. C'est comme une personne que vous rencontrez par hasard. Pourquoi vous la rencontrez par hasard? C'est pas un hasard, c'est un rendez-vous en fait. Donc du coup, toutes ces personnes, c'est qu'il y a une raison aussi. Moi, c'est vrai que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées depuis les débuts, le tout début, c'est bizarre parce qu'il y a une raison. Soit elle réapparaît 10 ans après, soit cette personne m'a fait avoir ça ou je l'ai fait avoir ça ou peu importe. Mais il y a des raisons à tout. Et c'est vrai que moi, voilà, je suis assez comme ça en fonction de mon intuition, de mon destin, de ma... Voilà. Génial. On dit... J'avais lu dans un livre, alors j'ai plus le nom de ce livre, qui disait qu'en fait chaque rencontre était un cadeau et qu'en fait on avait à apprendre de chaque personne, même quand on était face à quelqu'un de pas très agréable, ça pouvait nous permettre de mieux apprendre à nous connaître et du coup de se dire voilà vraiment chaque personne, se dire bah voilà c'est qu'est-ce que j'en apprends en fait. Bah, je suis tout à fait d'accord avec ça en fait, parce que c'est vrai qu'une personne par exemple pas agréable. On se dit, bah, des fois, nous aussi, par exemple, on est malade ou on est un peu, voilà, on n'a pas envie de parler aujourd'hui parce que c'est pas le jour. Ben, on se dit, bah voilà, faudrait peut-être pas, fais attention de pas réagir de la même façon qu'il a réagi avec toi, parce que tu vois, la preuve, ça t'a heurté. Donc, essaie de pas faire aux autres ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Donc ça apprend finalement, on apprend des autres tout le temps. Moi j'adore les gens quand ils viennent me parler dans la rue. En général, j'aime. Enfin, en général, ils ont beaucoup de respect, sauf ceux qui n'ont pas de respect. Mais ceux qui ont beaucoup de respect, mais en général, ils en ont. C'est plutôt un super public. Du coup, j'aime les entendre, j'aime les écouter et j'aime parler avec eux. Comment tu la vis d'ailleurs cette notoriété? Parce qu'aujourd'hui, tu fais partie des personnalités préférées des Français. Cette notoriété, en fait, moi, vous savez, j'ai appris à vivre avec. En fait, le truc, c'est que je suis assez simple dans ma vie de tous les jours. En fait, je suis restée comme avant, c'est-à-dire avant d'être connue et maintenant, il y a pas de Laetitia différente en fait. Je suis restée vraiment comme avant, c'est-à-dire la même façon de réagir, la même façon d'agir aussi, parce que j'ai mon mauvais caractère aussi. j'avoue. Mais du coup, rien n'a changé. En tout cas, voilà, je suis toujours avec mes animaux, avec mes parents qui m'entourent, ma famille, tout ça. Et voilà, et j'essaie en tout cas d'apporter des petites choses positives un petit peu de partout, en étant marraine aussi, en étant impliquée dans des associations. Voilà, parce que sur la cause animale, c'est avec les pompiers aussi, beaucoup avec les pompiers, je suis assez engagée. Et donc, du coup, comment je la vis? Je la vis d'une façon très... rien n'a changé, à part qu'il y a effectivement des gens qui me demandent des photos et des dédicaces. Bah, écoutez, je suis avec eux à les écouter et puis enfin voilà, rien n'a changé et puis et j'espère que rien ne changera. Comment tu célèbres tes réussites? En fait, le problème, c'est que moi, j'aime pas trop. Alors, on célèbre, oui et non, parce que j'aime pas trop célébrer. En fait, dans ce métier, il n'y a rien qui est gagné. C'est un métier tellement aléatoire et un métier tellement où tout peut retomber du jour au lendemain. Ça, tout le monde le sait. C'est ce que je dis d'ailleurs dans Célia aussi. Que en fait, j'aime pas dire célébrer un succès ou pas, parce qu'en fait, je fais vraiment pas ça en fait. Je fais vraiment pas ce métier pour ça en fait. Pour tout vous dire, je fais ce métier parce que j'aime transmettre des émotions.
j'aime avoir des émotions aussi parce que je suis très sensible et j'aime avoir des émotions, j'aime en recevoir et j'aime en donner. Et, et succès ou pas, franchement, moi, tout ce que je demande, c'est d'exercer ce métier, que ce soit sur les planches ou à la télé, et de donner le maximum d'émotions. Donc voilà, je prends pas, j'estime pas. Moi, je trouve que c'est un métier où il y a du combat tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut tout le temps se battre. C'est pas trop fatigant? Ah si, c'est fatigant. C'est fatigant, mais faut tout le temps, en tout cas, essayer d'avancer. Voilà, faut pas être sur ses acquis et sur un succès, sinon. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas à fêter des succès comme vous dites. Moi, j'avance. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de monter tel projet, je monte des projets et ça arrive ou ça arrive pas. Il y a parfois où ça arrive pas. Hein. Je fais des projets qui n'y arrivent pas, hein, qui n'arrivent pas à bout. Hein. Mais tant pis, c'est pas grave. C'est le métier et ça fait partie du chemin. À fond et puis voilà. Ouais. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? À quel moment dans ma vie je me suis dit pourquoi pas moi en voulant un enfant. En voulant un enfant. Je l'ai dit tous les jours, je crois. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? C'est quoi pour toi la réussite? Alors là, encore une fois, il n'y a pas réellement de réussite. La réussite, c'est c'est d'aller jusqu'au bout de ses rêves, c'est-à-dire d'aller au bout de ce dont on a envie. Vous avez envie d'écrire? Écrivez, lancez-vous, allez jusqu'au bout, donnez-vous les moyens. Voilà. Vous avez envie d'être artiste, d'être chanteur, d'être comédien, peu importe ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie d'être docteur, vous avez envie d'être infirmière ou peu importe. Donnez-vous les moyens, allez-y et foncez. Je pense que il faut justement, en tout cas, avoir cet espoir et ces rêves en tête. Et puis, il faut tout faire pour réaliser ses rêves. C'est sûr. Voilà ce que c'est une réussite. C'est réaliser ses rêves. Qu'est-ce que tu penses que la petite Laetitia de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? La petite Laetitia de 6 ans dirait waouh parce que en fait, la petite Laetitia de 6 ans ou adolescente, peu de gens croyaient en moi, à part mes parents, ma famille. Peu de gens dans l'éducation nationale croyaient en moi. Donc du coup, je pense que dans ma tête, je me dirais, tu vois, il faudrait que tu ailles revoir cette maîtresse qui te disait que tu serais bonne à rien et que tu serais capable de rien, que tu n'y arriveras à rien. Voilà, tu vois, voilà. C'est ça que je me dirais à la limite. Je me dirais, tiens, en fait, je pense que ça m'a donné de la force de me dire, tiens, j'ai envie de foutre un coup de poing dans un tableau là et dire, tiens, j'ai envie de foutre un coup de poing et de dire, ouais, je vais être capable d'écrire, tu vas voir. Et je vais être capable de jouer. Et ouais, je vais être capable de vivre de ce métier parce que j'ai envie. Voilà. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi? Les renoncements, il y a En fait, les renoncements, moi, c'est à des projets, souvent. C'est des projets, effectivement, auxquels je ne vais pas vers ces projets parce que je n'y crois pas ou parce que peut-être c'est un mauvais choix, comme je disais tout à l'heure. Hein. Peut-être que ce projet, demain, effectivement, ce sera le super projet qu'il aurait fallu faire finalement. Mais encore une fois, je suis vraiment mes intuitions et mon intuition et mon destin. Et si je le refuse, si je fais un renoncement pour telle ou telle raison, il y a une cause à tout ça. Donc, c'est mon choix. Donc, finalement, concentrons-nous plutôt vers où on va, vers les choix qu'on fait.
Dans la vie, ça a été quoi pour toi la plus grande difficulté que tu as dû traverser? Du coup, comment tu l'as traversée? Comment tu l'as gérée? Euh, la plus grande difficulté, ça a certainement été le décès de mon compagnon, parce que fallait se relever et j'étais dans un trou noir. Donc du coup, je savais pas comment me relever et j'avais tout abandonné en fait, hein. Tu avais arrêté du coup de prendre des cours de théâtre et tout? J'avais tout abandonné. Et Badri est arrivé, Badri, donc ton mari. le Superman. Mm. Et il est arrivé et puis là, tout a changé, évidemment. Ça a été, c'est encore une fois, c'est pareil. La vie m'a mis Badri sur le chemin c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui, hein. Ouais. C'est quoi les plus grandes les plus grandes peurs, pardon, que tu aies eues quand tu t'es lancée dans ta carrière? Des peurs de quoi? À toi de me le dire. Alors, je te donne des exemples de peurs que j'ai pu entendre, parce que c'est une question que je pose à chaque fois. La peur de l'échec, la peur du regard des autres. La peur de l'échec, le problème, c'est que j'en ai eu beaucoup. Donc, en fait, la peur de l'échec, maintenant, enfin, c'est vraiment un métier, encore une fois, où il faut qu'on s'apprenne. Attends, parce que alors là, ça va être là. Attends, je pose. Va là-bas, Naïa, va là-bas, va là-bas, va aboyer dehors. Non, 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 non. Non, va pas. D'accord? Les chiens, là. Donc, je disais quoi? La peur de l'échec, tu as eu beaucoup d'échecs. Oui, donc du coup, en fait, avec ce métier-là, c'est vrai qu'encore une fois, il faut être préparé aussi à l'échec, il faut être préparé aux réponses négatives et tout ça. C'est vrai que si on n'est pas prêt à ça, faut pas y aller parce que c'est vrai il y a des fois plus d'échecs que de réussites, comme on dit, hein. Mais du coup, la peur du regard des autres, euh, en fait, comme je vous dis, moi j'ai envie de faire plaisir et j'ai envie que les autres, effectivement, traversent l'émotion de mon personnage quand je fais un film. Alors c'est vrai que si ça c'est raté, ah bah c'est ballot là, par contre. Parce que là, effectivement, c'est un échec, effectivement. S'ils vont pas dans la même émotion que j'ai envie de les amener, c'est pas ce que je veux. Donc effectivement, ça, ouais, on peut dire qu'à la limite, j'ai peur de ça. C'est sûr que quand on commence un tournage, on est dans son personnage. J'oublie Laetitia et je suis vraiment mon personnage à fond. Et c'est vrai que si le public ne me suit pas dans ce personnage, oui, je vais considérer ça comme un échec. Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Euh... Fière de plein de choses. Je suis fière de plein de choses. Je suis fière de ma fille. Je suis fière de ma mère. Figurez-vous que ma mère, elle a eu un master 2 en gérontologie il y a 6 ans, 7 ans. Et je suis hyper fière d'elle parce que je serais incapable d'avoir un master 2 en gérontologie à son âge. C'est impossible. Donc, enfin, impossible n'est pas un mot français parce que la preuve, mais pour moi, je parle, hein, pour moi perso. Mais c'est vrai que des fois, voilà, encore une fois, elle s'est fixé un objectif et elle y est arrivée. Donc, encore une fois, fixez-vous des objectifs et vous pouvez y arriver et à n'importe quel âge.
que tu as envie de dire à une personne qui te croise, qui connaît ton succès, mais ne sait pas par là où tu en es passé et qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance? Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Si elle me dit ça, ben, je lui dis, bah écoute, déjà, avant de parler, faut tourner sa langue cette fois dans la bouche. Et il faut essayer de comprendre la vie des autres avant de dire des choses, en fait, qui peuvent parfois faire de la peine. Et c'est vrai que même il y a des fois des gens, pardon, j'ouvre à ma chienne. Faut en profiter pour tousser. Donc, parfois, je rencontre des gens et qui même peuvent dire des choses, par exemple, qui se permettent, par exemple, de dire des choses financièrement parlant ou, par exemple, au niveau de l'humanité. Et en fait, des fois, ça, c'est dans des commentaires, hein, souvent, dans des commentaires sur les réseaux sociaux qui peuvent être parfois un peu virulents. Et c'est vrai que des fois, j'ai envie de dire, mais en fait, vous savez pas tout ce qu'on peut faire de notre côté, au niveau de tout ça, justement, au niveau de l'humanité, au niveau de tout ça. Donc, faut pas parler, en fait. Quand on sait pas, faut pas parler. Faut pas dire des choses qui, même avec les personnes tout court, hein, connues ou pas connues, hein. Faut faire attention aux réseaux sociaux, ce que vous dites, parce qu'effectivement, ça peut faire beaucoup de mal à la personne, parce que vous ne connaissez pas réellement les personnes. Et c'est comme moi, je me permettrai jamais de juger qui que ce soit, d'ailleurs qui que ce soit tout court, mais par exemple un artiste qui est, je sais pas, j'en sais rien moi, comme vous dites, chanceux, pourquoi, ou alors fils d'eux, fille d'eux. Voilà, mais ça, je me permettrai pas de juger parce que vous savez pas non plus ce que cette personne a pu endurer ou comment elle y est arrivée. On ne sait pas réellement, on ne sait pas. Donc voilà, faut pas juger sans savoir. Et donc ces gens-là ne m'intéressent pas beaucoup et donc je vais plutôt moi vers le positif. Ouais. C'est marrant parce que c'est fou comme les personnes qui ont une notoriété, dans l'ensemble, voilà, dans l'ensemble, on se permet de faire des réflexions sur ces personnes, d'émettre des jugements. Et tu vois, je me rappelle un jour une discussion où on entendait une personne qui disait, bon, bah voilà, elle vient de divorcer ou elle a encore un nouveau chéri et tout. Et puis là, quelqu'un de mon entourage dit, ah, mais grosso merdo, c'est un peu une pute, elle arrête pas d'enchaîner les mecs, quoi. Et là, je dis, mais t'as vu telle personne de notre famille, enfin, elle fait pareil, en fait, mais jamais de la vie tu te permettrais de dire ça sur elle, en fait. Et il me dit, bah oui, t'as raison. Et en fait, c'est fou ce truc, en effet, de te dire, tu te permets de juger des personnes que tu ne connais pas. Et en fait, si tu te mets un miroir en disant, déjà moi, par rapport à ma propre vie ou par rapport à les gens de mon entourage proche, jamais de la vie tu te permettrais ce truc-là, quoi. Exactement. Ouais. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que tu voudrais donner aujourd'hui? Encore une fois, vraiment, encore une fois, y croire. Voilà, c'est vraiment, vraiment, on ne croyait pas en moi, hein, plus jeune. Et vraiment, en fait, j'ai envie de dire à tout le monde, oui, c'est possible, croyez-y et allez jusqu'au bout de vos rêves, vraiment. On ne me l'a pas dit et j'aurais aimé l'entendre. Peut-être que si je l'avais entendu, peut-être que j'en serais pas là, finalement. Peut-être que j'aurais pris une autre voie. Peut-être que voilà, j'aurais eu beaucoup moins de volonté. Mais finalement, ça fait du bien de l'entendre quand même. Et je pense que rien n'est impossible. Encore une fois, je reparle peut-être d'endométriose, je reparle d'infertilité, tout ça. Vraiment, aller essayer d'aller jusqu'au bout, même si parfois c'est très, très dur. C'est très, très dur et bon, bah, dans certains cas, impossible, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, essayez d'aller… Ne perdez pas espoir, en tout cas. Ne perdez pas espoir et impossible n'est pas un mot français, voilà, vraiment. Et
Et voilà, et puis après, il y a plein de façons de devenir parent sinon. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est maman qui me l'a donné certainement, d'être généreuse. En fait, être généreux, mais pas généreux. Voilà. Être généreux d'une façon réfléchie et puis dans le cœur aussi. Voilà. Être généreux à tous les niveaux, en fait. Être généreux, ça implique aussi ne pas être égoïste. Et attendez, je branche mon portable. Non, parce qu'il va couper. Ne pas être égoïste. Et ne pas être égoïste, ça fait partie de la générosité, je trouve. Je te laisse brancher l'ordinateur. Voilà. C'est quoi tes prochains défis? Tome 2. Tome 2, c'est un défi, finalement. C'est quand même un défi. Et j'aimerais lancer un projet, un gros projet. Et donc, du coup, je suis dedans à fond et un projet télévisuel. Donc, j'aimerais… Suspense. Voilà. À suivre. Voilà. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. En fait, la vie est courte, vous savez. Elle peut s'arrêter demain. Enfin, elle peut s'arrêter tout de suite. Donc, du coup, profitez-en un maximum et même si effectivement, encore une fois, c'est pas facile tous les jours et vous traversez une période très, très noire, la vie est toujours là. Et donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vraiment, je crois que c'est une citation que j'adore parce que c'est vrai. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et voilà, à toutes sortes de personnes qui traversent du positif ou du négatif en ce moment, c'est vrai que je dis merci à la vie. Génial. Un grand merci, Laetitia. Et puis, on retrouve Célia chez Plon dans toutes les librairies françaises. Et puis, on a hâte d'avoir du coup de savoir quand est-ce que le tome 2 va sortir. Ouais, merci beaucoup. Allez, merci. Merci beaucoup. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Vous pourrez retrouver Laetitia prochainement sur vos petits écrans. Elle sera aux côtés de Line Renaud le 28 décembre sur France 3. En attendant, si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et pour finir, retrouvons-nous demain sur la newsletter de Pourquoi pas moi. Vous avez le lien sur Instagram. Et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir.